Masechet Shabbat Daf Mem Zayin, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, chacun dit au nom de son maître. Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Romanus, Li Hitir Rabbi. Donc Rabbi Romanus a témoigné, à moi Rabbi a permis, l'étaltel Marta Be'efra, de porter une pelle avec sa cendre. Donc cette pelle-là, en réalité, on faisait dessus des odeurs, on parfumait dessus, donc on mettait de la levona, c'est une certaine plante qui donne une bonne odeur, et pour parfumer les vêtements, quelque chose comme ça, ou la pièce, et donc il fallait l'allumer, et ces encens, en quelque sorte, faisaient donc cette odeur-là. Ensuite, il restait plus que la cendre. Et Rabbi m'a permis, raconte Rabbi Romanus, de porter cette pelle avec sa cendre. Amal Rabbi Zera, les Rabbi Assi. Alors Rabbi Zera, qui est le premier ici, dans la liste des Chachamim qui ont ramené cette histoire, Rabbi Zera, qui l'a dit au nom de Rabbi Assi, raconte ou plutôt la Gemara raconte que Rabbi Zera lui-même a posé la question à Rabbi Assi, au nom duquel il a ramené cette histoire. Miyama Rabbi Yochanan Achi, est-ce que ton maître Rabbi Yochanan a dit comme ça, raconté cette histoire-là où on voit que Rabbi a permis de porter la pelle avec la cendre? Ve'atnan, or on a une Mishnah qui dit. Donc je reprends, pour mettre de l'ordre. Ici on a Rabbi Zera, qui ramène au nom de Rabbi Assi, qui ramène au nom de son maître Rabbi Yochanan, l'histoire où finalement, donc au nom de Rabbi Hanina encore, où Rabbi Romanus raconte que Rabbi lui a permis de porter une pelle avec de la cendre. Et donc Rabbi Zera qui a dit au nom de son maître Rabbi Assi, il a demandé à son maître Rabbi Assi, comment dis-tu cette halakha au nom de ton maître Rabbi Yochanan, comme quoi Rabbi a permis de porter la pelle avec la cendre? Pourtant Rabbi Yochanan ne pense pas comme ça. Et où est-ce qu'on voit que Rabbi Yochanan ne pense pas comme ça, donc de permettre de porter la pelle avec la cendre? La Gemara, elle ramène une Mishnah. Elle ramène une Mishnah qui, sur cette Mishnah, Rabbi Yochanan va parler, et là-bas on verra que Rabbi Yochanan se contredit. La Mishnah, elle dit, donc Va'atnan, c'est une Mishnah, plus loin dans Masechet Shabbat, qui dit, Notel Adam Bno Ve'even Biado. Un homme a le droit de porter son fils qui porte un caillou, une pierre, un bébé, donc il pleure ou pour une autre raison, son père il vient le porter alors qu'il a une pierre de mouktsé dans ses mains, du bébé, de l'enfant. Ça c'est permis. Ça ne s'appelle pas que le père a porté la pierre directement. Là-bas la Mishnah ajoute que si par contre le fils, il est en train de porter une pièce d'argent, là il interdit au père de porter le fils qui porte cette pièce d'argent dans la main de peur que la pièce risque de tomber, que le père risque de la ramasser. Mais si c'est une pierre, on craint pas ça, si elle va tomber, le père ne va pas la ramasser. Et donc, il a le droit de porter son fils qui porte une pierre. O kalkala vers even betocha. Il est de même permis de porter, kalkala c'est un panier, vers even betocha, si il y a dans ce panier une pierre. On a le droit donc de porter le panier, disons aujourd'hui un sachet dans lequel il y a une pierre. Ve'amar Rabba bar bar Hanan Rabbi Yochanan. Et ici, on a ramené l'enseignement de Rabbi Yochanan lui-même, qui a ajouté une précision importante sur cette Mishnah-là. Il s'agit ici d'un panier qui est plein de fruits, dans lequel il y a aussi une pierre. Là, on a permis de porter le panier avec les fruits et avec la pierre. Donc on voit ici, Tamadeit va pérer. Pour quelle est la raison de permettre de porter ce panier? C'est parce qu'il y a aussi des fruits. Ha, let va pérer. Mais s'il n'y avait pas aussi de fruits dans le panier, l'eau, Rabbi Yochanan aurait interdit de porter le panier dans lequel il n'y a que la pierre, un sachet dans lequel il n'y a qu'une pierre, c'est interdit de le porter. Donc comment est-ce que Rabbi Yochanan lui-même ramène cette histoire-là sans se poser trop de questions? On voit que Rabbi a permis à Rabbi Romanus de porter une pelle dans laquelle il y a de la cendre. La cendre, c'est comme une pierre, c'est mouktsé. Et la pelle, elle est en train maintenant de porter, même si la pelle, elle n'est pas méchante, même si la pelle, elle n'est pas mouktsé, c'est finalement quand même comme le panier, qui n'est pas mouktsé, et malgré tout il est interdit de le porter s'il n'y a qu'une pierre dedans. Comme ici, la pelle dans laquelle il n'y a que de la cendre, on devrait interdire de la porter. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ramène cette histoire-là où on voit que Rabbi a permis de porter cette pelle dans laquelle il y a de la cendre? Ishtomam kesha'a chada. La Gemara ramène une expression qui est écrite dans le Sefer Daniel, qui veut dire, il est resté bouche bée, il était surpris de la question, un moment, et il ne savait pas quoi répondre. Il ne s'attendait pas à cette question. Donc on reprend Rabbi Zera, qui avait cité cette histoire au nom de Rabbi Assi et au nom de Rabbi Yochanan. Ce Rabbi Zera a demandé à Rabbi Assi, mais comment est-ce que toi tu me ramènes au nom de Rabbi Yochanan une halakha pareille, alors que par ailleurs Rabbi Yochanan interdit de porter le panier avec la pierre? Et comment est-ce que Rabbi Yochanan va raconter une histoire où Rabbi a permis de porter la pelle avec la cendre?
Et Rabbi assis, en entendant cette question-là de son élève Rabbi Zera, il était stupéfait, il ne savait pas quoi répondre. Ve'amar, après un moment de réflexion, Rabbi assis lui a répondu. Bien, on n'a qu'à dire ici aussi que dans cette histoire-là de l'appel, apparemment il y avait aussi des petits morceaux d'encens, de levona, et donc finalement la cendre n'est que une partie du contenu de l'appel, comme la pierre qui se trouve avec les fruits, et dans ce cas-là, c'est permis de porter le panier. Ici aussi, on aura le droit de porter l'appel s'il y a aussi des caratines, ces petits morceaux de levona, qui ont de la bonne odeur, qui sont importants, ou disons en tout cas, qui ne sont pas mouktsés, et donc ça sera permis de porter. Amar Abaye a refusé cette réponse en disant, caratine, ces petits morceaux de levona, Rabbi, chez Rabbi qui était le nasi, il était le président duquel il était presque le roi, et il était très riche. Et donc ces petits morceaux de levona michachiv, est-ce qu'ils ont d'importance? Ils n'ont pas d'importance. Si tu vas me dire que non, les pauvres seraient très contents de les recevoir, et donc c'est pas moukté. Ve'atania, on a une braïta qui nous dit comme ça. Bigdanim, lanim. Des vêtements de pauvres, ils sont considérés comme des vêtements s'ils appartiennent à des pauvres. C'est-à-dire que un tissu pour recevoir de la touma, il faut dire qu'il a un minimum d'importance. Qui est le tissu qui a un minimum d'importance? Eh bien, s'il appartient à un pauvre, il doit faire minimum 3 doigts, sur 3 doigts. S'il appartient à un riche, c'est insuffisant, il faut qu'il fasse au moins 3 tfachim sur 3 tfachim. Donc un tefar, c'est à peu près 8 cm ou 9 et quelques, et 3 tfachim comme ça, c'est la taille d'un tissu qui pourrait servir à un riche pour en faire quelque chose. Moins que ça, non. Donc ici, on a une braïta qui dit, Bigdanim, l'anim. Si on a une question de touma sur un vêtement de pauvre, c'est-à-dire qu'il n'a de l'importance que aux yeux des pauvres, alors il faut vraiment qu'il appartienne à un pauvre pour dire qu'il reçoit de la touma. Bigdé Hashirim, les Hashirim. Tandis que pour les riches, si tu appartiens à un riche, il faut que ce soit des Bigdé Hashirim, des vêtements de riches, donc qu'il ait minimum 3 tfachim. Un tissu de 3 sur 3 tfachim, on peut en faire quelque chose. Il fait déjà 24 sur 24 minimum, c'est bon. On peut en faire quelque chose. Aval d'anim la shirim lo, mais tu entends de là que s'il fait moins que 3 tfachim, s'il appartient à un riche, c'est rien du tout, ça va à la poubelle. C'est pas un vêtement, et donc c'est pas un tissu, c'est pas un vêtement, on peut pas, il ne reçoit pas de touma. Donc finalement, je dois toujours me fier à qui ça appartient. Je regarde à qui ça appartient. Si ça appartient à un riche, même si pour les pauvres ça a de la valeur, ici on considère que ça n'a pas de valeur. De même, les petits morceaux de levona, puisqu'aujourd'hui ils appartiennent à Rabbi, même si aux yeux des pauvres ça a de la valeur, on devrait dire que ça n'a pas de valeur, et donc ça devrait être moukté. Donc finalement cette pelle dans laquelle il y a de la cendre, et même des petits morceaux de levona, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Rabbi aurait permis de porter cette chose-là. Alors que ça lui appartenait, c'était à lui-même. Et là, Abaye, donc Abaye propose une nouvelle réponse, Milidava grave shelri. Il s'agit ici comme un grave shelri, c'est comme un pot d'excréments où les gens faisaient leurs besoins. Et quand il se trouve un endroit, même s'il est vide, quand il se trouve un endroit d'habitation, les gens veulent manger, veulent dormir, et ils sont très gênés de la présence de ce pot-là, cette chose-là, ils ont le droit de retirer, malgré que c'est a priori mouktsé, mais puisque c'est très gênant, les chachamim ont permis de le retirer de cet endroit-là. La Gemara dans Bétar raconte l'histoire d'une souris morte qui se trouvait à un endroit où les chachamim voulaient la retirer là-bas pendant Yom Tov, et ils ont dit, mets là-bas ton lit, et finalement tu diras, mais je suis très gêné de cette souris morte, tu peux l'attraper après par sa queue et la jeter. Pourquoi? C'est complètement mouktsé, mais ça s'appelle grave shelri, c'est une saleté, c'est très gênant, et donc on peut pas vivre comme ça à côté de cette chose-là, on a le droit de la retirer. Ici aussi, il faudra dire que cette pelle avec les cendres, c'est très gênant, et donc on a le droit de la sortir. Donc c'est vrai que c'est mouktsé, mais puisque c'est tellement gênant, c'est répugnant, c'est gênant, alors on a le droit de ressortir. Amar Rava, tu vois de Badavar. Rava a repoussé cette explication de Abaye de deux manières. Khada, première réponse, tu vois, ça veut dire, c'est pas vraiment des réponses, ça veut dire, il y a quelque chose à dire dessus. On peut revenir sur cette chose-là.
en disant comme ça. Chada grave shel ri maïs, vaïlo maïs. D'abord, grave shel ri, ce pot d'excrément, il est répugnant, mais ici, une pelle de cendre, c'est pas répugnant, c'est pas méchant. Veo, deuxièmement, grave shel ri miglé. Le pot d'excrément, il est découvert. Vehaïmir, c'est tandis que cette pelle-là, elle avait un couvercle. Un couvercle avec apparemment des petits trous pour faire sortir les odeurs, mais ça avait un couvercle, donc c'est pas du tout gênant. Même si tu dis que c'est ça, mais on ne le voit pas, on voit pas les cendres. Donc on peut pas dire que la raison de Rabbi de permettre de porter cette chose-là, c'est à cause du héter, donc de la halakha spéciale de Grav Shel Rei. Et là, Marava, donc Rava dit non, ici il faudrait expliquer autrement. Qui a Vinan be Rav Nachman, quand on était chez Rav Nachman, Hava Metal Telinan, on avait l'habitude de porter Knuna Agav Kitma. Knuna, c'est une sorte de récipient spécial dans lequel il y a des cendres. Cette fois-ci, ce sont des cendres qui ont été réservées à être utilisées pendant Shabbat. On voulait s'en servir pendant Shabbat. Les gens qui habitaient dans des rez-de-chaussée non carrelés, sans carrelage, ils habitaient sur la terre et le sable, et donc ils voulaient, s'il y avait là-bas des saletés, comment est-ce qu'il les cachait, comment est-ce qu'il les essuyait en fait? Ils mettaient dessus des cendres ou du sable ou quelque chose comme ça. Et donc quelqu'un qui veut, avant Shabbat, il prend une boîte, il la remplit de cendres, il la remplit de sable ou de quelque chose comme ça, et il décide de s'en servir pendant Shabbat, ça ne sera pas moukté. Donc ici aussi, raconte Rava, quand nous étions chez Rav Nachman, on avait l'habitude de porter un récipient qui était plein de cendres, qui était destiné à être utilisé pendant Shabbat. Malgré que dans le récipient, il y avait aussi des petits morceaux de bois, des petits débris de bois cassés, qui est moukté, parce que ces chivré etim là vraiment on n'en a rien à faire de ces petits morceaux de bois, mais puisque la cendre qui est l'essentiel ici, elle n'est pas moukté, au contraire, on l'a réservée à être utilisée pendant Shabbat, alors on a le droit de porter tout en même temps. Ici, la Gemara va nous apprendre en fait une halakha, c'est ici la source de la halakha qui s'appelle Bassis et Isur Ve'eter, c'est-à-dire quelque chose qui est le support, quelque chose qui sert à porter donc et un mouktsé et quelque chose qui n'est pas mouktsé. On a vu aussi déjà dans le panier qu'il est permis de le porter. Ici aussi c'est le même principe. J'ai un récipient dans lequel j'ai des cendres qui ne sont pas mouktsé, dans lequel j'ai aussi des petits morceaux de bois qui sont 8 mouktsé. J'ai le droit de porter les bois à cause des cendres. C'est pareil ici. L'appel en question que Rabbi avait permis de porter, elle avait des cendres qui n'étaient pas mouktsé parce qu'on les avait réservées pour Shabbat. On voulait s'en servir Shabbat, même s'il y avait là-bas des petits débris de bois, Rabbi a quand même permis de le porter, comme on vient de voir ici, qu'on peut porter quelque chose qui est bassis, les davar à moutar, et davar à assour, quelque chose qui est le support de quelque chose qui est permis, de quelque chose qui est interdit en tant que mouktsé, on aura le droit de le porter pendant Shabbat. La Gemara vient objecter d'une braïta qui dit, Métivé, Veshavin, ils sont égaux, ils sont d'accord, Rabbi Houda qui craint le mouktsé et Rabbi Shimon qui ne le craint pas, ils sont quand même les deux d'accord. Dans le cas, chez Im Yesh Bashivre Ptila, une bougie qui a été allumée qui s'éteint pendant Shabbat, ou avant Shabbat, c'est pareil. S'il y a là-bas Shivre Ptila, donc les morceaux de la mèche, après utilisation, Chassur les Taltel, il est interdit de porter cette bougie-là, même selon Rabbi Shimon. Or, dans la bougie, il y a de l'huile encore. Il reste un peu d'huile. L'huile, c'est d'avar à moutar. C'est permis, c'est pas moukté. Selon Rabbi Shimon, une bougie qui s'éteint même pendant Shabbat, on a le droit de la porter, on a le droit de porter l'huile, tout ça c'est pas moukté. Maintenant, même si tu dis que la mèche, les débris de mèche, donc la mèche qui s'est cassée en fait, parce qu'elle était allumée déjà, on peut plus s'en servir, même si tu considères que c'est moukté. Alors j'aurai ici de l'huile qui n'est pas moukté et une mèche qui est 8 moukté. Et donc, on devrait permettre de porter. Pourquoi est-ce qu'on voit que Rabbi Shimon interdit? Ce sera la preuve qu'il serait interdit aussi dans le cas où j'ai de la cendre qui n'est pas mouktsé, avec des morceaux de bois qui sont mouktsés. On devrait interdire ici aussi? Répond la Gemara Marabaye Beglila Chanou. On parle ici de la région du Galil. La région du Galil où là, les gens manquaient de lin, selon Rashi. Et donc, le lin était spécialement important. La mèche qui était faite de lin, elle était importante. Elle était plus importante même que les cendres. Donc la mèche, elle était importante. Finalement, le mouktsé est plus important que le non mouktsé, la cendre.
Et dans ce cas-là, c'est comme ça la lacha aussi, qui est citée dans le Shulchan Aruch. Si j'ai quelque chose qui est bassis, les davara mutar ou les davara assour, donc une chose qui sert de support aussi bien pour ce qui est permis que ce qui est interdit, si le muktzeh est plus important que le non muktzeh, il sera interdit de porter. De porter donc tout ce récipient-là. Il faut que le non muktzeh soit plus important que le oui muktzeh pour permettre de porter. Alors ici, la mèche au Galil, elle est plus importante que la cendre. Donc le muktzeh est plus important que le non muktzeh. C'est pour ça que là-bas on a dit que Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda sont d'accord d'interdire. Tandis que les débris de bois n'ont pas d'importance. La cendre qui a été réservée pour Shabbat est plus importante. Dans ce cas-là, ça sera permis. Ça c'est selon Rashi. Tosfot ramène au nom de Rabbeinu Tam que le lin ne manquait pas du tout à Galil, c'était pas important, mais par contre l'huile était vraiment, ils en avaient en abondance, et donc finalement c'est l'huile qui n'était pas importante, qui était même moins importante que la mèche. L'huile n'avait quasiment aucune valeur, aucune importance, l'huile d'olive, aucune importance, et donc finalement ce qui restait comme huile dans la bougie ne pouvait pas être plus important que la mèche, et donc on revient au même principe que le muktzeh est plus important, a plus de valeur que le non-muktzeh, c'est pour ça qu'il est interdit de porter cette bougie-là pendant Shabbat. Donc on a terminé cette histoire. Donc finalement, on conclut. On a vu l'histoire où Rabbi avait permis de porter une pelle avec de la cendre. La Gemara s'était étonnée, comment est-ce que Rabbi Yochanan peut citer une histoire pareille, alors que Rabbi Yochanan a bien précisé qu'il n'est permis de porter un panier avec une pierre que si j'ai d'autres fruits dedans. Donc comment est-ce qu'il a pu permettre, comment est-ce que Rabbi Yochanan peut citer une histoire pareille où on voit une objection contre lui. On voit que il est permis de porter une pelle avec de la cendre, alors que la Gemara comprend que la cendre c'est muktzeh. Donc c'est comme un panier avec une pierre sans fruits. Répond la Gemara, première réponse. Il y avait des petits morceaux dans la pelle, il y avait des petits morceaux de levona, qui n'est pas muktzeh. La Gemara n'accepte pas cette réponse. Pour Rabbi, ça n'avait pas d'importance. Et donc la Gemara propose une deuxième réponse que c'était grave chélerie, c'était répugnant. La Gemara refuse ça aussi. Il n'y a rien de méchant dans une pelle avec de la cendre. On n'a pas de raison de permettre de la sortir. La cendre c'est muktzeh. Troisième réponse qui est la réponse finale, dit la Gemara. La cendre n'est pas muktzeh. Il s'agit d'une cendre qui était réservée pour Shabbat. Et le chidouche il est que Rabbi a permis de la porter malgré qu'il y avait là-bas des petits morceaux de bois, des débris de bois qui sont lui muktzeh, puisqu'il y a de la cendre et des morceaux de bois, et que la cendre est plus importante que le muktzeh. Donc, c'est là où Rabbi a pu permettre de la porter. On continue en début de ligne, Lévi Bar Shmuel, nouvelle histoire. Lévi Bar Shmuel, Ashkachinu, il a rencontré les Rabbi Abba ou le Ravuna Bar Chia, d'Avu Kaime qui se tenait à Pitra Debe Ravuna, à l'entrée de la yeshiva, apparemment de Ravuna. Amar Léou, il leur a posé une question. Maou, qu'est-ce qu'il en est de permettre les Achzir Mita Shel Tarsim, de refaire le lit, un lit qui est composé de plusieurs morceaux, est-ce qu'on a le droit de le refaire pendant Shabbat? Tarsim, ce sont des gens qui vont de ville en ville pour leur travail, et ils travaillent avec du cuivre ou autre chose, et donc ils vont de ville en ville, ils ont besoin d'avoir un lit portable, ils le prennent en morceaux, en pièces, et ils le refont là où ils viennent. Ils le récomposent à chaque endroit. Est-ce qu'il est permis de refaire ce lit-là à chaque endroit, pendant Shabbat ou pas? Amrou les Shapir Dami lui ont répondu, c'est permis. Atal et Kamel de Rav Yehuda, il est allé devant Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda s'est étonné. Comment est-ce que... Donc Lévi Bar Shmuel, il avait demandé à Rabbi Abba et à Ravuna Bar Chia, ils lui ont permis. Quand il est allé chez Rav Yehuda lui a dit, mais comment est-ce que Rabbi Abba et Ravuna Bar Chia t'ont permis? Pourtant, Rav Shmuel, Damre Tarvayu, pourtant et Rav Shmuel, on les deux dit, Hamarzir Mita Shel Tarsim Be Shabbat Chayav Khatat. Celui qui fait ça, c'est pas que c'est interdit, c'est que c'est interdit de la Torah, il est Chayav Khatat. Celui qui refait un lit en pièces, eh bien, il est Chayav Khatat. Il a vraiment fait une melacha interdite de la Torah pendant Shabbat. Rashi explique, ça s'appelle Makeh Bapatish. Donc, de terminer un objet pendant Shabbat, de terminer la construction d'un objet pendant Shabbat, ça s'appelle la melacha qui s'appelle Makeh Bapatish, qui veut dire terminer, comme il frappait avec le marteau pour redresser la plaque ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était la fin de la construction de l'objet. Et ici aussi, c'est pareil. Faire un lit pendant Shabbat, même si on a l'habitude de le faire et de le défaire, eh bien, c'est interdit de la Torah. Donc, comment est-ce que
comment est-ce que tu ramènes ici, au nom de tes rabbanim, comme quoi ils ont permis de faire ça les khatrila? Tosfot, dans la Moudbet, m'a posé la question, comment on peut trouver une marloquette tellement aux deux opposés, aux deux extrêmes, qu'un permet a priori et l'autre dit que c'est interdit de la Torah? Répond Tosfot que la question effectivement elle est il faut faire la différence entre si c'est bien attaché, quand on refait le lit, est-ce qu'on le bloque bien, on le fait bien attaché ou pas? Parce que la Gemara ensuite elle va faire la différence entre rafouille et parafouille. Ça dépend s'il a bien bloqué ou il n'a pas bien bloqué. S'il a pris toutes les pièces et qu'il les a faites, il les a composées, recomposées, il a refait le lit, il a tout bien bloqué, là, il est chayav khatat. Donc tu comprends de là que s'il ne l'a pas bloqué complètement, il n'a pas fait jusqu'au bout, alors il n'est pas chayav khatat, c'est pas de la Torah, c'est interdit des rabbanan. Et donc se pose la question, mais comment est-ce qu'eux ils permettent a priori? Alors qu'on devrait dire au moins que c'est interdit des rabbanan, même s'il ne l'a pas bloqué complètement. Ça c'est la question. Donc il s'est étonné en fait. Rav Yehuda s'est étonné, comment est-ce qu'on peut permettre alors que Rav Yehuda dit que c'est chayav khatat? Métivé, et la Gemara a l'objet d'une braïta, on voit effectivement qu'il est chayav khatat. Amarzir kne menorah be-Shabbat. Ici il s'agit d'une menorah, un chandelier ou une menorah, qui elle aussi elle est composée de plusieurs pièces. Celui qui rentre les canets, il rentre les pièces de la menorah pendant Shabbat, il est chayav khatat, interdit de la Torah. Par contre, knes hayadin c'est le bâton du peintre, et quand il veut peindre à sa hauteur, il enlève le bâton. Quand il veut peindre en hauteur plus haut que lui, alors il ajoute il ajoute son chiffon avec la peinture, il l'accroche sur un bâton, et de cette manière-là, il peut peindre plus haut. Et donc ce bâton-là qui sert en fait à chaque fois, on rentre dessus la dernière pièce avec le chiffon, des fois on les sépare. Celui qui rentre l'un dans l'autre, pendant Shabbat, lo yardir s'interdit a priori, midrabanan, veimerdir patur abalasur. Mais s'il a quand même fait, il est patour de la Torah, mais s'interdit midrabanan. Rabbi Simai Omer, de même troisième exemple, Rabbi Simai dit, keren agula, une corne ronde chayav. Rashi explique que c'était un instrument de musique dans lequel on devait enfoncer et bloquer les autres petites flûtes qui rentraient dedans. Et ça, celui qui le fait pendant Shabbat, il est chayav parce que c'est vraiment bloqué. Tandis que keren pshuta, c'est une corne simple dans laquelle on rentre les petites flûtes dedans pour jouer là-bas cet instrument spécial. Il y avait plusieurs petites flûtes dans une plus grande apparemment, ou dans une corne. Celui qui fait ça pendant Shabbat, patour, il est patour parce que ça se bloquait pas complètement. Et donc, revient à la question. De même qu'on interdit à propos de la menorah de bloquer, de remettre ces pièces en question, on devrait interdire aussi à propos du lit, de refaire ce lit-là pendant Shabbat. Et répond la Gemara. Inu de Amur Kaitana. Eux qui ont permis, les Chachamim qui ont permis, eux ils pensent comme ce Tana. Le Tana qui dit, des Tana comme on voit dans une Braïta. Malbenot Amita. Malbenot Amita, c'est un genre de morceaux de bois dans lesquels on enfonce les pieds du lit pour pas qu'ils pourrissent. Ça c'est Malbenot Amita. Est-ce qu'on a le droit de le faire pendant Shabbat? Ou Kraot Amita. Les pieds du lit. Est-ce qu'on a le droit de le remettre pendant Shabbat? Ou les Varim Shel Skivas. Les Varim Shel Skivas sont des morceaux de bois aussi qu'on accroche sur l'arc avec les flèches. On accroche sur l'arc. Est-ce qu'on a le droit de l'accrocher pendant Shabbat, ces morceaux de bois? Lo Yarzir, il n'a pas le droit de le mettre pendant Shabbat. Veimertir patur abalasur. S'il l'a remis pendant Shabbat, donc il a remis, comme on a dit, les chaussures des pieds du lit, il a remis les pieds au lit, ou bien il a accroché les morceaux de bois à son arc. S'il a fait ça, il est patour minatora. Aval, on tourne la page, Assour s'interdit des Rabbanan. Velo yitkam, il n'a pas le droit de l'enfoncer, de le bloquer complètement, Rachid dit même avec des clous. Ve'im taka, ici il a bloqué complètement, Chayav Khatat, interdit de la Torah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Imaya Rafouy Mutar. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit on craint pas, s'il a fait légèrement, il n'a pas enfoncé, il a fait légèrement, ça c'est permis. On ne dira pas que c'est interdit midé Rabbanan de peur que Shema Yitka, de peur qu'il le bloque. Donc finalement, on voit que Rabban Shimon ben Gamliel il permet dans toutes ces choses-là qui sont de plusieurs pièces, on met une dans l'autre. Si on l'a bloqué, on l'a enfoncé complètement, effectivement, c'est interdit de la Torah. Si on n'a pas enfoncé, on l'a fait légèrement,
Eh bien, selon Rabban Shimon ben Gamliel, c'est permis a priori. Et donc, les Chachamim qui avaient permis de faire ce lit en question, ce lit qui se décompose, ceux qui ont permis de le faire pendant Shabbat, il s'agit de le faire de telle manière à ce que ce soit pas vraiment enfoncé, pas bloqué. Et dans ce cas-là, si ça a été fait comme ça légèrement, c'est permis a priori, comme Rabban Shimon ben Gamliel qui l'a permis a priori dans ce cas-là. Donc c'est là où on voit le Tosfot qu'on avait cité en haut. Voyons le Tosfot ici en haut à droite. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Imaya Rafouille Moutar. Si c'était rentré légèrement, pas sans le bloquer, sans l'enfoncer complètement, c'est permis. Ou l'Elnan Imaya Rafouille. Et en haut aussi, quand on avait parlé de ce lit en question, il s'agit de le faire légèrement sans le bloquer. Sans bloquer les pièces l'une dans l'autre. Vekashek Tat, Tosfot s'étonne un petit peu. Comment on peut avoir une marloquette aussi opposée que ça? C'est la question qu'on avait soulevée tout à l'heure. Que un considère qu'il est chayav khatat interdit de la Torah, et l'autre il permet même a priori. Ve'od, deuxième question. Ha'en binyan ustira bekelim. Comment dire qu'il est chayav khatat? Pourtant, on tient qu'il n'y a pas de melacha, de binyan, de construction, de stira, de destruction dans les kelim, dans les objets. Ve'od tikshel Rav Yehuda braïta. On devrait aussi poser la question de cette braïta-là. De l'ekatana de mechayav khatat, on ne trouve pas un tana qui dit que c'est chayav khatat. Donc pourquoi est-ce que Rav Yehuda a cité au nom de Rav Shmuel que celui qui refait ce lit-là en pièces, il est chayav khatat? Alors qu'ici on est en train de dire que si c'est rafou et si ça a été fait légèrement, on n'est pas chayav khatat. Selon personne, on est chayav khatat. Il n'y a pas un tana qui dirait qu'il est chayav khatat. V'yesh loma répond au spot d'Arike Amarlel. Ainsi la Gemara voulait dire en haut, c'est la réponse qu'on avait ramenée. Ha Rav Shmuel d'Amre Tarvayou. Pourtant, Rav Shmuel avait dit les deux, Amarzir, Mitash et Darsim et Shabbat Chayav Khatat, Kshe no Rafoui. Donc, ce que Rav Shmuel on dit qu'il est Chayav Khatat, c'est dans le cas où il ne l'a pas fait légèrement, il a bloqué, il a enfoncé. C'est là où il est Chayav Khatat de la Torah. Veimken, et donc la question que se posait Rav Yehuda, Berafoui en Tzvara la Tilachatrila. Même s'il a fait légèrement, on ne devrait pas permettre a priori. Donc, c'est là la question qu'il avait demandé à son élève qui avait cité Rabbi Abba et Rav Chia bar Abba qui permettaient. Lévi bar Shmuel, il avait ramené au nom de Rabbi Abba et Ravuna bar Chia, Ravuna bar Chia que eux permettaient. Et Rabbi Yehuda s'est étonné, mais même si ça a été fait légèrement, comment est-ce qu'on peut permettre alors que Rabbi Yehuda on dit qu'il est chayav khatat? Pas dans ce cas-là. Dans le cas où il a bloqué, il a enfoncé complètement. Dans ce cas-là, eux ont dit qu'il est chayav khatat. Et donc là, tu vas permettre a priori, tu devrais vraiment interdire des rabanan, même s'il a fait légèrement. Et c'est là où la Gemara a ramené la marloquette, que si c'était fait légèrement, il y a ceux qui pensent que c'est interdit des rabanan, effectivement, et il y a ceux qui pensent que c'est quand même permis les khatrila, comme Rabban Shimon ben Gamliel. Là, la kha dans le Shulchan Aruch, c'est que s'il n'a pas enfoncé, c'est permis les khatrila, comme Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara continue, raconte encore une histoire. Berav Chama, Sherav Chama, Avamita Glalnita, il y avait un lit aussi, Glalnita, c'est un lit comme ça, léger, comme ça, on pouvait le décomposer, le refaire pendant tout le temps. Avameadrela biomatava, et il refaisait même pendant Yom Tov. Amar Laoumid Rabanan et Rava, il y a un chacham qui a demandé à Rava, Maïdater, quelle est ta raison, que penses-tu comment tu peux permettre une chose pareille? Binyal Minatzadou, que si on le fait sans l'enfoncer, sans le bloquer, ça s'appelle une construction minatat de côté, ça veut dire Beshinou, il a fait un changement, il n'a pas fait une melechet marchevet, c'est pas une melacha importante qu'il a fait. Neide Isura de Raïtaleka, il est vrai qu'il n'y a pas ici d'interdiction de la Torah, Isura de Rabanan, Miaïka, il y a cependant un Isur de Rabanan, comment on peut permettre une chose pareille? Amar lui a répondu, Ana ke Rabban Shimon ben Gamliel Sivirali, moi comme Rabban Shimon ben Gamliel je pense, de Amar qui a dit, Imaya Rafoui Moutar, que si c'était fait légèrement sans le bloquer, sans l'enfoncer, c'est permis a priori, on ne craint pas même un des Rabbanan. Mishnah suivante. Notnin kli tachataner, les kabal nisosot. Il est permis de mettre un récipient en dessous de la bougie pour recevoir les étincelles qui sautent de la bougie. Vela etanet ochomai, par contre, il n'aura pas le droit de mettre de l'eau, d'ajouter de l'eau dans ce récipient, et puis shumechabe car il éteint. Demande à Gemara kemevat el kli mechano. Comment est-ce qu'il peut mettre un récipient en dessous des étincelles alors qu'il a un problème de bitul kli mechano comme on a vu dans les dabim précédents, qui veut dire il est interdit de mettre un récipient à un endroit où il va recevoir du mouktsé pendant Shabbat et que finalement on aura annulé ce récipient-là de ce pourquoi il avait été prévu Shabbat.
Il avait été prévu pour n'importe quelle utilisation pendant Shabbat, et on en fait un mouxé qui sera bloqué ici, comme si on l'avait vissé sur place. Comme si on l'avait vissé à cet endroit-là, c'est interdit. Donc comment est-ce que tu peux mettre en dessous des étincelles un récipient qui va le recevoir, alors que les étincelles c'est mouxé, le récipient il va devenir mouxé. Amar Avuna Bered Rav Yoshua répond la Gemara, Nitosot en ben mamash. Les étincelles n'ont pas de mamashut, on peut pas les tenir on peut pas les prendre, elles n'ont pas c'est pas palpable, c'est rien du tout. Une fois que ça s'est éteint, et donc on a le droit de porter ce récipient-là, c'est pas grave. Les étincelles vont tomber dans le récipient, elles vont s'éteindre, et après le récipient pourra le retirer de là-bas, il ne sera pas mouxé. La Gemara reprend ce qu'on a vu encore, Velo itan et tochomaim, il n'a pas le droit d'ajouter de l'eau dans ce récipient, mais pnei shu mechabe car il éteint. Demande la Gemara, le matnan stama kirabi aussi, disons que notre Mishnah, notre Mishnah qui est stama, qui n'a pas précisé le nom de son Tana, elle n'a en fait que l'avis de Rabbi aussi. Donc notre Mishnah qui est une stama, une Mishnah qui te dit les choses simplement comme si c'était évident, et c'était que tout le monde était d'accord avec, mais en fait en réalité celui qui s'y connaît, et qui est arrivé au Daf Kuf Kaf plus loin, il saura qu'en réalité c'est que Rabbi aussi qui permet une chose pareille. Damar qui a dit, Gorem le kibouy assour, de provoquer le kibouy, d'éteindre un incendie, c'est interdit. Là-bas Rabbi aussi avait interdit de mettre des récipients d'argile nouveaux, remplis d'eau, tout autour de l'incendie, pour que l'incendie, le feu vienne et qu'il les casse, et que l'eau donc tombe de là-bas, coule et éteigne l'incendie. Et ça, Rabbi aussi, il avait interdit, ça s'appelle gram kibouy. Il a provoqué d'éteindre, c'est interdit aussi. Or ici, on voit que notre Mishnah, elle interdit de mettre de l'eau dans le récipient, qui risque d'éteindre les étincelles. Ça ne va a priori que comme Rabbi aussi. Comment est-ce que la Mishnah, elle peut dire une halakha pareille, comme si c'était une halakha simple, et que tout le monde était d'accord dessus? La Gemara remet en question cette comparaison avec Rabbi aussi. Vétis, est-ce que vraiment tu penses comme ça? Emour, d'Amar Rabbi aussi, Emour, on dira que, il est vrai que Rabbi aussi a dit, Shabbat. Pendant Shabbat, c'est interdit de provoquer, d'éteindre un feu. Berev Shabbat mi Amar, mais avant Shabbat, est-ce que Rabbi aussi a aussi interdit? Vechitema Chanami Beshabbat. Tu veux dire qu'ici aussi il s'agit pendant Shabbat, où c'est là on interdit de mettre de l'eau dans le récipient qui va recevoir les étincelles. Et donc c'est pour ça que Rabbi aussi devra l'interdire. Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit que notre Mishnah ne parle pas que de Shabbat même. Notnin kli tachataner le kabal nitosot be-Shabbat. Il est permis de mettre un récipient en dessous de la bougie pour recevoir les étincelles même pendant Shabbat. Ve'en tzarich lomar berev Shabbat, c'est même pas la peine de dire que c'est permis avant Shabbat. Par contre, velo itanet tochomaim mipnei shu mechabe me'erev Shabbat. Il n'a pas le droit d'ajouter là-bas de l'eau, car il éteint les étincelles. Même avant Shabbat, il n'a pas le droit de mettre de l'eau là-bas. Ve'en tzarich lomar be-Shabbat, c'est même pas la peine de dire que pendant Shabbat c'est interdit. Donc ici, cette Mishnah là qui interdit de provoquer ici, d'éteindre ces étincelles, elle ne peut pas aller comme Rabbi aussi, même comme Rabbi aussi, elle ne peut pas aller. Parce que Rabbi aussi n'interdit que pendant Shabbat, il n'est pas question d'interdire une chose pareille avant Shabbat, donc notre Mishnah de toute façon doit le comprendre autrement. Et là, Ravashi a filté Rabbanan, Ravashi dit non, notre Mishnah, même si tu veux la mettre comme Rabbanan, Shan et Acha, c'est différent ici, et Kibouyo. Ici, il approche, il Mekarev, mais et Kibouyo, il approche d'éteindre les étincelles. Rachid dit, mais chez Mekarev Kibouyo Zimen Kibou Leedia. Il a vraiment présenté ici, il a vraiment présenté la chose qui va éteindre le feu. C'est comme s'il avait vraiment éteint le feu directement. Yavayaïv le Shabbat, il avait mis pendant Shabbat. Donc même avant Shabbat, c'est interdit. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre les récipients, les tonneaux, les cruches en argile, qui font la séparation entre le feu et l'eau, qui vont se casser, et que ensuite l'eau va se découler d'eux. Ça s'appelle gram kibouy, qui est interdit selon Rabbi aussi, et permis selon Chachamim. Et mettre de l'eau vraiment dans le récipient, ça c'est interdit, même selon Chachamim, même avant Shabbat. Tosfot ici pose la question, elle est citée aussi dans le Mishnah Broua. Comment est-ce qu'on peut interdire avant Shabbat de faire quelque chose qui va finalement se prolonger comme, en tant que melacha pendant Shabbat? On a bien vu dans le premier péré qu'il est permis de commencer une melacha avant Shabbat, même si elle se prolonge pendant Shabbat. Il est permis, donc pourquoi est-ce qu'il se sera interdit? En quoi c'est différent? Et la réponse elle est que justement parce qu'ici ça paraît tellement innocent, tellement gentil. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai que mis de l'eau dans un récipient dans lequel vont tomber des étincelles et que les gens risquent de le faire même pendant Shabbat en ne comprenant pas vraiment quel est le problème et que finalement ils risquent d'en arriver même à vraiment éteindre c'est-à-dire si pendant Shabbat il met l'eau
et qu'en même temps qu'il met là, il y a une étincelle qui tombe là-bas, ça s'appelle vraiment qu'il a éteint. Ou bien il risque de soulever le récipient en direction des étincelles, et là, à nouveau, il les aura éteintes pendant Shabbat, et il ne va pas vraiment réaliser le problème. Donc les Chachamim ont tout interdit, même avant Shabbat. Même avant Shabbat, interdit de préparer un récipient avec de l'eau dans lequel vont tomber les étincelles. Cependant, le Mishnah Berurah ramène une machloket, et il a tendance de permettre, dans un cas d'un incendie dangereux, chas v'shalom, ou par exemple une bougie qui s'est penchée un petit peu, qui risque de tomber sur la table, par exemple, il sera là-bas, permis de préparer un récipient avec de l'eau. Donc ça, il faut revoir dans la halakha. Il est possible que cette chose-là soit permise en cas d'incendie, de danger d'incendie, même avant que ça arrive. Hadran alar kira. On commence Bezrat Hashem, le 4e péril de la Masechet, qui va traiter les questions de Hatmana. Hatmana qui veut dire, est-ce que j'ai le droit de mettre ma casserole donc des plats de Shabbat, dans quelque chose qui va maintenir sa chaleur. Et la Mishnah, elle commence en citant les choses qui sont permises et qui sont interdites. Donc, Bamet Tomnin ou Bamen Tomnin. Quelles sont les choses dans lesquelles j'ai le droit de mettre ma casserole pour maintenir sa chaleur, et quelles sont les choses qui sont interdites? Bamen Tomnin. Donc, quelles sont les choses qui sont interdites de rentrer là-bas la casserole pour garder sa chaleur? En Tomnin, on n'a pas le droit de cacher sa casserole dans les choses suivantes. L'obe gefet, ni dans gefet c'est les résidus de l'huile, des choses desquelles on fait l'huile. La Gemara va expliquer s'il s'agit d'olive ou de sésame. Ce sont des choses, ces morceaux-là qui vont rester après l'huile, après qu'on les a pressés, ils sont très très chauds, et ça peut non seulement maintenir la chaleur de la casserole, mais même en ajouter. Ça va chauffer la casserole davantage, et donc le principe est de dire que tout ce qui va ajouter de la chaleur, d'avoir un mosif hevel, tout ce qui ajoute de la chaleur est interdit, même avant Shabbat, de rentrer là-bas la casserole. Donc on n'a pas le droit de mettre la casserole l'obe gefet, ni dans ces choses-là, dans ces résidus en question, velo bezevali dans des excréments, velo bemelach ni dans du sel, velo besid ni dans de la chaux, velo bechol ni dans du sable, ben lachin, ben yeveshin, aussi bien frais humide que sec. Dans tous les cas, c'est chaud, ça réchauffe, c'est interdit. Velo ni même beteven dans de la paille, velo bezagin, zagin c'est la peau de raisin, velo bemouchi, des morceaux de coton, des petits tissus comme ça qui sont décomposés, velo beasavin ni dans de l'herbe, bisman chen lachin si c'est frais. Aval tomnin ben kshen yeveshin, mais on aura le droit de mettre là-bas la casserole une fois que ça a séché déjà, c'était moins chaud, et donc, dans ce cas-là, on aura le droit, de garder la casserole là-bas, de la mettre dedans avant Shabbat. La Gemara demande, on se pose la question, de quel gefet il s'agit ici? De quel résidu ici il s'agit? Gefet shezetim tnan, est-ce qu'il s'agit d'olive, aval de shum shemin shapirdami, mais dans les sésames, ce sera permis d'enfouir la casserole. Odilma ou non, des shum shemin tnan, ou bien notre Mishnah, elle interdit même dans les résidus de sésame, v'chol shekan des etim et kalvachomer dans les résidus d'olive, que, évidemment que c'est encore plus chaud, et évidemment que c'est interdit de mettre là-bas la casserole. Tashma, la Gemara vient ramener une preuve, d'Amar Rabbi Zera Mishum Chade de Rabbi Anai, Rabbi Zera dit au nom de la yeshiva de Rabbi Anai. Kupa shetaman ba, la caisse dans laquelle il a rentré la casserole, il a enfoui la casserole dans ce qu'il a mis là-bas, Asur la nichal gefet shel zetim. Il n'aura pas le droit de mettre cette caisse-là, dans laquelle se trouve la casserole, sur les résidus d'olive. Shma mina, shel zetim tnan. Donc on entend de là que quelle est la chose qui est interdite? Les résidus d'olive, mais pas de sésame. Shel zetim tnan. On a parlé ici dans notre Mishnah d'olive. La Gemara repousse en disant non. L'olam et malach l'inyan atmana. Je pourrais toujours te dire quand il concerne enfouir la casserole, des shum shemina mi asur. Il interdit même dans des résidus de sésame. Cependant, l'inyan a soukehevla pour faire monter de la chaleur, de mettre la casserole au-dessus des résidus. Là, des etim maskehevla. Les résidus d'olive, c'est eux qui sont tellement chauds qu'ils peuvent même chauffer d'en bas. Des shum shemin le maskehevla. Tandis que les résidus de sésame, ils sont pas si chauds que ça, ils peuvent pas réchauffer d'en bas. Et donc, il sera permis de poser la caisse dans laquelle se trouve la casserole au-dessus des résidus de sésame, mais il sera effectivement interdit d'enfouir la casserole dans les résidus de sésame eux-mêmes, parce que ça peut quand même réchauffer. Donc c'est ça la différence à faire entre poser la caisse au-dessus, où là on dira que c'est que les olives, tandis que enfouir la casserole complètement dedans, ça sera interdit même dans les résidus de sésame.